Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Occupe ton ergo. Ce podcast a pour but de réunir des ergothérapeutes afin d'échanger et partager leur expérience sur un sujet donné. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les différentes plateformes d'écoute comme Spotify, YouTube ou Apple Podcast. Si vous souhaitez échanger sur le sujet qui a été abordé aujourd'hui, je vous donne directement rendez-vous sur Facebook, sur le groupe privé du podcast Occupe ton ergo. N'hésitez pas à y laisser un commentaire, nous vous répondrons avec grand plaisir. Je suis Marine Dahl, ergothérapeute depuis 2019 et je coordonne ce podcast. Dans ce podcast, nous allons vous présenter nos premières expériences en tant qu'ergothérapeute. On va vous dire comment on s'est senti pour nos premières fois en tant que professionnel de santé. Est-ce que ça a été facile au tout début de trouver notre place dans l'équipe ? Avec du recul, qu'est-ce qu'on aurait aimé approfondir en formation, à la fois sur le terrain, mais aussi au sein de l'Institut ? Ou encore, quels ont été les meilleurs conseils qu'on nous ait donnés pour débuter notre vie professionnelle ? Pour discuter de ce sujet, il y a 3 ergothérapeutes qui ont accepté de se prêter au jeu. Je les remercie encore. Donc ces 3 personnes sont Florian, Lorraine et Léna. Je vous laisse à présent vous présenter. Ouais. Moi, c'est Lacroix Florian. Je travaille encore actuellement en neurologie à Grenoble et j'ai commencé en juillet et j'ai été diplômé cette année. Alors moi, c'est Lorraine Brochet. J'ai été diplômée en 2017, donc ça fait maintenant 3 ans et demi. J'ai commencé à travailler directement en juin, sans diplôme, dans une équipe spécialisée Alzheimer à domicile pendant 4 mois. À 40%. Ensuite, j'ai poursuivi 8 mois en SSR traumatologie. À la suite de ça, j'ai démissionné pour partir voyager 11 mois. Et quand je suis revenue, j'ai travaillé, c'était 6 mois, oui, en court séjour gériatrique dans un hôpital. Ensuite, j'ai fait des remplacements dans un CRF, donc Centre de rééducation fonctionnelle. Et après ça, donc le confinement est arrivé et là, je travaille actuellement et depuis le confinement, le premier confinement, dans un foyer d'accueil médicalisé, un foyer d'accueil, un service d'accueil de jour et un ESAT. Donc l'ESAT, c'est établissement de service par le travail. Et donc moi, je suis Léna Guyon. J'ai été diplômée à l'IFE de Laval en juillet 2019. J'ai commencé à travailler ensuite en tant que collaboratrice libérale sur Toulouse pendant 1 an. Je travaillais auprès d'enfants ayant des troubles du neurodéveloppement et auprès de personnes âgées en tant que vacataire dans 2 EHPAD. J'ai aussi pu intervenir auprès d'adultes pour des actes de rééducation et de réadaptation, plus ponctuellement. Et actuellement, donc, je travaille au CHU de Montpellier depuis 2 mois et j'interviens dans les services de neurochirurgie et de réanimation. Super. Du coup, la première question que je voulais aborder avec vous, c'était par rapport à vos premiers postes en tant qu'ergo. Est-ce qu'ils étaient en lien avec des stages que vous aviez fait avant ? Est-ce que c'était un domaine que vous connaissiez ? Ou est-ce que alors, au contraire, c'était un truc tout nouveau et que justement, vous deviez vous former et que c'était un petit peu la grande découverte ? Déjà pour ma part, j'ai fait énormément de stages en neurologie, donc ça tombait bien parce que c'est le poste que je fais actuellement. Je sais pas si c'était une erreur ou si j'avais bien fait. En tout cas, actuellement, je le regrette pas pour l'instant, mais à voir si plus tard, il y aura des conséquences. Mais ouais, je me suis vraiment spécialisé et j'ai eu la chance de tomber directement sur un poste en neurologie. Ok. Et tu cherchais à aller en neuro ou ça s'est présenté à toi du coup, tu t'es dit, nickel, j'ai fait des stages J'ai postulé un peu partout, en fait. Étant vu que c'était mon premier travail, je voulais pas être difficile, mais j'avoue que j'attendais plus être pris en neuro qu'ailleurs, et puis ça s'est bien passé. D'accord, ok. Pour ma part, donc moi j'ai commencé en équipe spécialisée Alzheimer à domicile. J'avais jamais fait de stage dans une structure comme ça. Par contre, moi mes stages, je les ai axés plus gériatrie. Et donc en gériatrie, dans les EHPAD où j'ai fait des stages, j'ai été amenée à côtoyer des personnes avec cette dégénérescence-là. Donc, on va dire que pour ça, j'étais sensibilisée. Par contre, tout le travail qu'il y a en ESAT pour une ergo, qui est la coordination, ça, je connaissais pas du tout. Donc, pour ça, j'ai plus utilisé les réseaux sociaux. Et puis, j'ai posé des questions aux ergothérapeutes qui travaillaient en ESAT pour savoir un petit peu comment il fallait que je me positionne.
Et moi, donc j'avais jamais fait de stage en libéral. Ouais. J'étais un tout petit peu intervenue auprès d'enfants troubles du neurodéveloppement dans mon stage en CESAD. Mais en fait, c'était un CESAD plutôt handicap moteur donc, et troubles associés. Donc, c'était une toute petite part, les troubles du neurodéveloppement. J'avais fait mon premier stage, donc le plus court en EHPAD. Donc, j'avais cette toute petite expérience-là pendant mon année de libérale. Et sinon, pour ce qui est de la neurochirurgie et de la réanimation, j'avais jamais fait de stage là-dedans. Donc là, je n'ai travaillé que dans des domaines où j'avais jamais fait de stage. D'accord. Donc, ouais, ça n'a pas dû être évident, je pense, pour toi, Léna, au début Enfin, dis-moi si c'est le cas ou pas, de prendre confiance sur ta pratique si justement tu n'avais pas fait de stage avant. Enfin, tu arrives dans un domaine, c'est tout nouveau et tu es direct en tant que professionnel de santé. Donc, c'est vrai que ça te met une posture qui est quand même à porter. Et enfin, tu t'es senti comment, toi, par rapport à ça? Ouais, c'était assez difficile. Déjà d'avoir confiance en soi, en ce qu'on dit. Donc, j'ai été principalement formée par ma titulaire quand j'étais Ouais. au cabinet en libéral. Je me suis appuyée sur des lectures, comme Lorraine, un peu sur des échanges sur des groupes Facebook avec d'autres ergothérapeutes, avec mes amis ergo aussi. Voilà, on travaille beaucoup le soir. On fait beaucoup de lectures en dehors voilà, du temps de travail. Et puis, faut aussi savoir se mettre des limites parce qu'on peut vite être dépassé Et ouais. et vouloir trop en faire. C'est ça. Bah justement, c'est un truc que je voulais aborder, un peu le côté comment tu gères justement cette quantité de travail que tu as à faire après. Parce qu'il y a un peu deux écoles. Enfin, on sait que en tant qu'ergo, il y a aussi l'équilibre tu vois, occupationnel, séparer un peu le travail et aussi le reste à côté. Et est-ce qu'en tant que professionnel, au début, je sais pas, Lorraine, est-ce que toi, tu rentrais le soir chez toi et tu disais, bah voilà, je vais essayer de travailler pour préparer des sujets que je connaissais moins bien? Non, jamais. En Bah, fait, moi, je ouais. me suis toujours limitée, même pendant mes stages, en voyant des collègues qui bossaient énormément le soir. Moi, ça m'a pas du tout envie de faire pareil. Donc, dès le début, je savais que j'allais rien ramener chez moi. Donc, donc en stage, je prenais du temps en stage. Et puis, dans les différents postes que j'ai eus, en fait, je prenais du temps pendant mon travail, mes heures de travail. Après, moi, je n'ai pas fait tant de recherches à côté. J'ai opté plus pour les questions auprès Ouais. de mes collègues ergo. Voilà. D'accord. Et puis, je me suis un peu penchée sur mes cours que j'emmenais dans les différents postes que j'ai faits. Mais en fait, les cours, ils sont vite dépassés par l'expérience des ergos Ouais, avec qui on travaille. c'est Enfin, clair. en tout cas, c'est ce que je me suis rendu compte. D'accord. Et toi, Flo, du coup, tu étais l'équipe Je travaille le soir ou non? Oui, au début. Parce que du coup, là, sur les 5 mois que j'ai fait pour l'instant, je dirais les 2, 3 premiers, j'étudiais le soir pour vraiment me remettre dedans. Je me renseignais sur les pathologies qu'on peut rencontrer en neurologie. Je préparais mes exercices à l'avance. Je notais toutes les informations possibles sur un cahier, un bloc-notes que j'avais tout le temps sur moi. Je pouvais vraiment paraître comme l'ergot parfait, Mm. que telle ou telle action. Enfin, je voulais vraiment ouais, voilà. On va passer pour l'ego parfait. Et par contre, aujourd'hui, je suis beaucoup plus relâché là-dessus, vu que j'ai un peu plus d'expérience, je suis beaucoup plus à l'aise sur ce que je fais. Je bosse plus le soir, mais pareil, je demande à des collègues, enfin quand j'ai des questions, j'hésite pas à partager avec les collègues pour éviter de pas faire de bêtises, quoi, de ces choses-là, quoi. Enfin, juste pour me renseigner ou me documenter, avoir des Mm. conseils. Voilà, par contre, je bosse plus le soir, ouais. Ça, D'accord. c'est sûr. Et est-ce que tu dirais que maintenant, tu as un peu plus confiance en ta pratique d'ergo? Tu vois, au début, tu parlais d'être l'ergo parfait. Enfin, Ouais. tu as dû te mettre pas mal la pression. Et maintenant, comment tu te sens par rapport à ça? En fait, faut savoir juste que quand je voulais être l'ergo parfait, c'était pas seulement pour me rassurer moi, c'était aussi pour rassurer, en fait, mon employeur. Dans le sens où, en fait, il y avait aussi une période d'essai et je voulais aussi montrer que j'étais vraiment à fond. Et vu que je me disais que j'avais pas le droit à l'erreur, en tout cas, cette pression-là. Du coup, c'est avec cette pression que j'ai vraiment bossé les soirs.
Et toi, Léna, du coup, tu penses que ça t'a aidé de travailler le soir? Tu t'es sentie plus à l'aise après ou t'es toujours restée dans quand même une incertitude parce que le libéral, bon, t'as aussi toute une autre pression qui est liée. Bah voilà, les parents souvent te payent, c'est souvent les parents. Et c'est vrai que ça peut des fois rajouter une pression supplémentaire sur ta pratique. Ouais, il y a une espèce de, comment dire, on a l'impression d'avoir une obligation de réussite Mm. du fait que la personne nous paye, qu'elle n'a pas de remboursement en sécurité sociale et qu'on est face souvent à des parents qui sont très exigeants. Euh, Après, il faut aussi, enfin, j'avais la chance d'avoir ma titulaire avec qui je pouvais en parler. Il faut aussi se rendre compte que c'est un soin, que ce sont des enfants qui peuvent être très fluctuants dans leur progrès et que parfois, oui, ça va être mieux et parfois ça va être moins bien et c'est pas forcément de notre faute. Et puis il y a aussi toute l'implication derrière du parent et de l'enfant dans le soin, qui est pas toujours optimale. Donc beaucoup de choses vont influencer la réussite de l'enfant dans le processus de soins. Et donc après, bah, moi, mes lectures, etc., c'était aussi pour me lancer dans un domaine que je connaissais pas. Le fait d'avoir ma titulaire, de pouvoir échanger avec elle aussi. Et puis au bout d'un moment, effectivement, comme vous deux, j'ai réussi à me détacher de ça et à mettre des limites parce qu'aussi en libéral, on a vite fait de perdre un peu pied et de beaucoup s'engager puisqu'on n'a pas trop de limites. On peut travailler chez soi le week-end, on a tout sur soi tout le temps en fait. Donc, c'est bien d'avoir le cabinet pour se donner une limite, de se dire que quand je rentre chez moi, je travaille plus, enfin, toutes ces choses-là parce qu'au final, on va prendre confiance en soi au fur et à mesure de l'expérience. Et travailler plus chez soi, c'est juste, ouais, peut-être déséquilibrer aussi son temps et faire trop de travail et au final se perdre un peu dedans. Donc, c'est pas toujours le plus productif, finalement. Et puis moi, j'ai comme l'impression, alors c'est que finalement, plus on travaille chez soi, plus c'est un cercle vicieux parce que forcément, en travaillant chez soi, on va être plus productif, on va être plus vite autonome. Mais finalement, après, c'est monter la barre toujours plus haute. Alors, bon, il y a des personnes peut-être qui aiment ça, mais moi, c'était ça que j'ai voulu tout de suite, et ben, on va dire équilibrer. Absolument. Et moi, je me souviens, il y a une ergo qui m'avait fait une remarque une fois et ça m'avait marqué. Elle m'avait dit, ouais, donc tu travailles beaucoup chez toi parce que tu es en libéral et tu as l'impression que ta valeur en tant qu'ergo, elle va se jouer aussi à quel point tu t'investis dans ton travail, donc aussi que tu travailles chez toi. Mais du coup, si un jour, il y a des événements importants dans ta vie qui se passent, comme par exemple avoir des enfants qui vont te prendre du temps, est-ce que du coup, tu vas avoir l'impression d'être une mauvaise ergo parce que tu as moins le temps et tu consacres à autre chose? Et c'est vrai que ça m'avait marqué que, en fait... Enfin voilà, il faut vraiment faire une séparation et c'est pas parce que tu travailles énormément et que tu t'investis beaucoup que ça fait de toi une meilleure ergo en fait. Enfin, c'est pas dans le nombre, mais plus dans la qualité du moment présent quand tu es avec le patient, quoi. Oui, c'est la qualité et pas la quantité finalement. Totalement. Puis après, en dehors du fait de travailler à la maison, je pense que Flo et Lorraine en ont parlé bien, mais il y a l'apport des collègues ergo. Ouais. Que moi, j'avais pas forcément en libéral et que du coup, j'ai découvert en travaillant au CHU et qui va parfois apporter 1000 fois plus que du travail tout seul à la maison sur son temps personnel, quoi. Et ouais, c'est la grande différence parce que moi aussi, pour avoir été en libéral, Léna, c'est vrai que quand j'ai mes souvenirs de stage en euro, où en fait, tu me confirmes si c'est comme ça, Florian, mais on est un peu tous dans la même salle. Et du coup, tu as des ergos qui travaillent avec leurs patients devant toi. Et donc là, tu peux vachement t'imprégner aussi de leur technique. Et au final, tu fais un peu comme eux. Alors que quand tu es en libéral, en fait, tu es tout seul. Même si tu as ta titulaire qui te forme, tu es tout seul devant ton patient. Et c'est à toi de gérer, à toi d'observer. Et c'est vrai que je pense que les collègues, ça joue aussi beaucoup au début. Au début, j'ai envie de dire, et puis même un peu après, parce que par exemple, moi actuellement, donc ça fait 7 mois que je travaille en foyer d'accueil médicalisé, je suis la seule ergo, et finalement, j'ai réalisé que ça fait 7 mois que j'ai pas parlé ergo avec une autre ergo ou un autre ergo thérapeute, et donc en me questionnant, moi je me rends compte, et des fois, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment de l'ergothérapie que je fais? On peut vite dériver parce que pris par les autres professions qui sont autour. Et donc, en échangeant beaucoup plus avec d'autres professions, moi, je suis amenée à me rendre compte que parfois, il y a un glissement de compétences qui se fait. Donc,
Ouais, non, mais c'est sûr. Florian, toi, tu le ressens aussi, toi, le fait que tes collègues t'ont beaucoup apporté, ou tu arrives justement à te séparer un peu de ce qu'ils font pour innover un peu dans ton coin? Et ouais, en fait, moi, j'étais, pendant les stages, je comptais pas mal sur les maîtres de stage, mais en fait, je me rends compte que je suis pas vraiment, sensible aux autres pratiques de mes collègues, quoi. Enfin, j'arrive vraiment à séparer ça et à être dans mon coin et à être juste avec mon patient sans trop écouter ce qui se passe ailleurs, quoi. D'accord. Et donc, Ouais, est-ce que... je suis pas influencé, en fait. Ouais, Ou en tout cas, je le ressens pas directement. Peut-être que je le suis indirectement, mais je n'arrive pas à le percevoir. ok. Mais est-ce que tu dirais que ça a quand même été un appui pour toi, pour te sentir plus en confiance? Par contre, oui, je sais que, enfin, je paniquais jamais parce que, enfin, il y a quand même une bonne relation de confiance avec mes collègues et si jamais il y avait quelque chose que je pouvais pas gérer ou quoi que ce soit, je pourrais compter sur eux, ça c'est sûr. Mais Ouais, sur en soi la pratique, je ne pense pas avoir été influencé. d'accord. Et toi, Léna, du coup, tu as vécu un peu les deux situations. Tu as été en libéral, puis là, du coup, tu es en CHU. Donc, c'est un peu aussi le même modèle où tu es beaucoup avec tes collègues. Tu vois la différence? Totalement. Euh, le fait de pouvoir échanger, réfléchir sur des situations en direct. Enfin, en fait, on fait ça toute la journée. On est 4 ergots et toute la journée, on passe dans le bureau les unes. Enfin, déjà, on a un plateau technique. On travaille tous ensemble. J'imagine que c'est pareil pour toi, Flo. Ouais, Et, euh, et du coup, on peut échanger tout le temps dès qu'on a une problématique. On peut même aller voir les patients les unes des autres quand on a besoin. Donc, nous, on fonctionne par binôme. J'ai ma binôme sur la neurochirurgie et la réanimation. Et mes deux autres collègues sont sur la neurologie. Et du coup, ça fait qu'on n'a pas tout à fait les mêmes patients, mais qu'on peut justement avoir des idées nouvelles. Enfin, il y a beaucoup de pérémulation. C'est très, très intéressant, très riche. Et c'est vraiment, je pense, un début de carrière assez porteur pour pouvoir avancer plus vite et prendre la confiance dans ce qu'on fait plus rapidement, quoi. Et Lorraine, du coup, toi qui es maintenant dans cette situation, parce que j'ai l'impression qu'on met vachement en avant que c'est bien d'avoir des collègues, mais est-ce que tu trouves qu'il y a des avantages aussi, parfois, à être la seule ergo? Je dirais l'avantage, c'est que on s'autogère. Moi, Ouais, j'aime bien cette liberté-là. Je suis la seule ergo, je suis un peu le repère dans la structure en tant qu'ergothérapeute. Mais là, après 7 mois, je sens le manque. mm, Parce que finalement, j'ai pas l'impression de faire tant évoluer ma pratique, étant donné que j'ai pas d'ergothérapeute à qui en parler et avec qui débattre sur ou réfléchir ensemble sur certains résidents. mm. Et ouais, je voulais vous demander comment, alors Flo sera peut-être un peu moins concerné, vous positionnez aussi par rapport à vos autres collègues, parce que tu as aussi cette question de prendre confiance en tes compétences au niveau personnel, mais il y a aussi, quand tu fais partie d'une équipe et que tu es le seul ergo pour le coup, ou bien que tu es ergo et que tu vas avoir d'autres collègues et que là tu es le seul en charge, il faut affirmer, tu vois, quand même ton point de vue ergo par rapport des fois à des avis divergents d'un kiné ou d'une AS ou peu importe, ou même sans qu'il soit divergent, exprimer ton avis. Est-ce que ça a été facile pour vous au début? Si je peux commencer, enfin, pour ma part, j'ai jamais eu vraiment de difficultés. Je pense que ça vient aussi de ma posture. J'ai toujours eu l'impression finalement que quand j'allais vers les autres et les autres professionnels, j'avais une certaine, comment dire, une certaine euh, confiance en moi. Et puis j'ai toujours fait attention à prendre les avis des autres et travailler ensemble. Donc j'ai trouvé qu'en mettant ces deux choses en parallèle, il n'y avait jamais eu de soucis. Tu t'es déjà trouvé dans cette situation, Flo, où tu dois travailler avec d'autres professionnels et exprimer ton avis oui, du coup, toutes les semaines des réunions pro et pro, mais enfin, c'est bien. Ce genre de réunion, tout ça se passe très bien, tout le monde se respecte, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais c'est dès que ça sort du cadre médical, paramédical, ça devient vite comment? Il y a des personnes, enfin, après on sait tous, mais un thérapeute c'est pas super reconnu et c'est là où en fait en dehors du cadre des rééducateurs ou
ouais, du paramètre, quoi. On tombe sur le patient, la famille de patient, ou les autres personnes comme les autres professionnels comme, je sais pas moi, des ambulanciers qui font très vite l'amalgame, je sais pas moi, kiné, ergo, et du coup on perd vite notre place vis-à-vis des points de vue des patients ou autres, quoi. Oui, c'est quelque chose que tu as ressenti. Ouais, plus Euh, d'une fois. ouais. Et ça s'exprimait comment? Enfin, par un exemple de situation. On, là, justement une situation avec un ambulancier qui m'avait dit qu'il avait ramené une personne d'une radio et elle l'avait ramené en chambre et puis justement je passais par là et justement je me dis ah bah, ça tombe bien, je pourrais l'emmener en séance et il me dit ah oui vous avez vu, vous avez kiné et je dis bah non du coup ergothérapeute. Il me dit ah bah oui bah kiné ergothérapeute vous savez hein. Je dis bah quoi qu'est-ce qu'il y a? Il me dit ah bah c'est pareil. Enfin, en tout cas la personne n'avait pas du tout honte à le dire que il se sentait pas mal, c'est plutôt moi qui me sentais mal, genre j'étais un peu bouche bée par rapport à ce qu'il me disait, je pouvais plus trop rien dire parce que j'étais vraiment genre choqué par ses propos, quoi. Pour lui, c'était la même chose et il s'en voulait pas de dire ça, quoi. Du coup, on perd vite, enfin, quand on est dans l'action, on perd vite de quoi argumenter, de quoi contredire, mais en fait, ouais, une fois qu'on est dans l'action, on s'embête, quoi. On Mm. s'embête de plus savoir quoi dire et mais voilà, après c'est vraiment des situations assez spéciales, mais en soi, en général, avec les collègues, ça se passe super bien. Tout le monde sait, enfin, je veux dire, on travaille avec des kinés, des APA, des psychologues, des psy, Mm. il y a tout, quoi. Donc, chacun reste dans son domaine et on travaille vraiment en pur et pro, quoi. D'accord. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, en tout cas. Ouais, c'est déjà un bon point. Parce que je pense que ça Oui. arrive des fois dans des structures où voilà, il y a un peu des rôles qui s'entrecroisent entre nos professions et c'est pas facile de justement poser un cadre sur ça. Ça t'est arrivé, toi, Lorraine, avec les différentes expériences que tu as vues? Je réfléchis, mais je crois pas parce que finalement, j'ai quand même eu la chance d'arriver toujours dans des structures où l'ergo avait bien sa place. Mm. Peut-être que j'ai un exemple en tête, c'était à l'hôpital quand je travaillais en court séjour et qu'on était amené à faire des toilettes thérapeutiques. En fait, les aides-soignantes pensaient que quand on inscrivait toilette thérapeutique pour un patient, une patiente, on faisait comme elle, c'est-à-dire on faisait la tâche de A jusqu'à Z, et on rentrait dans la chambre du patient, donc on l'aidait à sortir du lit, on l'emmenait faire sa toilette, qu'on devait faire le lit en sortant, enfin que c'était vraiment comme elle le faisait. On prenait en charge le patient de A jusqu'à Z. Et donc là, j'ai vite senti il y avait un amalgame. Donc pour éviter qu'il y ait des tensions dans les équipes, j'ai demandé en fait tout simplement à la à la chef de service d'organiser une réunion où les ergothérapeutes allaient présenter le rôle, les objectifs et le but d'une toilette thérapeutique. Et après ça, en fait, elles ont bien compris que les ergos, elles étaient là pour ça, et puis les aides-soignantes et aides-soignants étaient là pour ça. D'accord. Ouais, t'as bien su repérer que là, il y avait justement un souci et trouver la solution. Oui, Ouais, nickel. oui, voilà, j'ai senti que sans ça, ça Mm. allait continuer on va dire, à alimenter un amalgame qui n'avait pas lieu d'être finalement, parce que pour moi, ça me paraissait euh, couler de source qu'on n'allait pas s'occuper du lit, par exemple, Mm. entre autres. Et en fait, il suffisait juste d'expliquer Ouais. ça aux Mm. équipes. Des fois, tout simplement, c'est de la communication. Hein. Exactement. Et toi, Léna, tu as une situation, comme on a évoqué, des ressentis de ce genre? Du coup, moi, j'ai travaillé dans des structures très différentes et j'ai l'impression que la vision de l'ergothérapie par les autres professionnels, elle dépend vraiment beaucoup du milieu où on exerce et des gens avec qui on travaille. Mais souvent, elle est assez partielle, en fait. Et je pense que c'est ça qui peut être un peu frustrant. Enfin, moi, quand j'étais en EHPAD, j'étais la mécano du fauteuil roulant. Quand j'étais avec des enfants 10, j'étais l'informaticienne. Maintenant que je suis à l'hôpital, je suis la kiné du monde supérieur. Enfin, il n'y a jamais... J'ai l'impression qu'on est tellement dans une vision globale que les gens ont du mal à voir un peu toutes les facettes de notre métier. Mais comme dit Lorraine, je pense que quand on arrive à prendre le temps de faire une réunion, d'expliquer aux gens
et qu'on a des professionnels en face qui sont souvent assez curieux de le découvrir, ça peut très très bien se passer. Enfin, il y a vraiment une question de communication qui est primordiale. Et puis, le seul problème parfois, enfin, le seul obstacle à ça, souvent, c'est les changements d'équipe. Par exemple, à l'hôpital, on a beaucoup de turnover. Et tous les 6 mois avant, mes collègues, elles allaient expliquer aux nouvelles internes ce que faisait l'ergothérapeute. Elles ont un peu abandonné parce qu'elles commencent à être un peu fatiguées, quoi. mais enfin, c'est un travail ultra important. Et moi, actuellement, dans cette équipe, on essaye de construire un nouveau poste et on va faire que ça, en fait, expliquer ce que fait l'ergo, quand est-ce qu'il faut l'appeler et pourquoi ils en ont besoin. Créer le besoin qui existe déjà d'ailleurs, mais c'est pas forcément bien identifié ergo. Mais ouais, c'est très bien ce que tu as fait, Lorraine. C'est exactement ça qu'on veut. Et pour rebondir, Léna, quand tu disais en EHPAD, j'ai l'impression d'être mécano. Moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé finalement là quand je suis arrivée dans le foyer d'accueil médicalisé, foyer d'hébergement. Mais vu que j'étais en remplacement qui devait durer à la base 3 mois, j'ai pas voulu trop changer la pratique de l'ergothérapeute qui était avant parce que je savais pas dans quoi elle tendait et ce qu'elle voulait. Et finalement, quand mon poste, elle est restée plus longtemps en congé, je me suis dit, bon, bah là, j'ai 5 mois devant moi, il va falloir que je travaille comme j'ai envie de travailler. Et donc, j'ai pas hésité j'étais beaucoup appelée pour faire la mécano, revisser des pièces de fauteuil roulant manuel, fauteuil roulant électrique. Et c'était l'ergo. Alors d'un côté, on se dit, bah super, ça veut dire ils pensent à nous. Et d'un autre, je trouvais que ça dévalorisait quand même notre métier, nos études. Et donc là, sans cesse, toute la journée, et puis avec de l'humour, je leur dis que non, tout le monde est capable de faire ça. J'ai pas appris ça à l'école, pas plus moniteur, éducateur, aide-soignant. Donc maintenant, de plus en plus, en fait, ils le font. Donc, je pense qu'encore une fois, on peut souligner la communication et oser finalement s'imposer et justifier nos actes. Ouais. Et c'est un peu ce que disait Flo par rapport aux ambulanciers. Enfin, cette semaine encore, il y a un étudiant qui m'a dit... alors, un étudiant kiné qui est en première année, donc bon, il est en première année, ça arrive à tout le monde, mais qui était avec son tuteur et moi dans la chambre d'un patient et qui me dit, mais en fait, l'ergo, en fait, vous faites la même chose que nous, mais en fait, vous faites des gestes plus précis. Et là, je l'ai regardé, j'ai fait, oula. Et avant d'ouvrir la bouche, c'est mon collègue kiné qui lui a dit, mais en fait, c'est pas du tout le même métier. Et là, je me suis dit, ok, il y a un truc qui s'est passé là. Dans cette équipe, les gens ont bien identifié les choses et c'est super de se sentir soutenu comme ça. Et je comprends que tu te sois senti un peu bouche bée devant cet ambulancier, mais ouais, comme dit Lorraine, faut pas hésiter à leur répondre avec humour, tranquillement. J'aurais tendance à penser ça aussi, mais sur le coup, voilà. Quand on n'a pas encore vécu le truc, on dit, il suffit de répondre ça, et en fait, des fois, c'est plus simple qu'on croit. Bien sûr. C'est plus difficile qu'on croit, pardon. Mais voilà. Ça m'est arrivé une fois, j'essaie de me préparer pour une seconde. Ça viendra. Dès qu'il va voir l'ambulancier arriver, il va dire il faut qu'on parle. C'est ça. Je t'explique l'ergo. Assis-toi. Mais après, ça c'est sûr, parce que, pour te rassurer, Florian, ou pas, moi, il m'a fallu 3 mois pour vraiment, 3 mois entre guillemets, pour vraiment maintenant, à chaque fois, leur dire, non, ça, vous pouvez le faire. Chez vous, quand il y a un évier qui fuit, vous n'allez pas demander à votre voisin, vous baissez, vous regardez un petit peu ce qui ne va pas et puis vous essayez de bricoler. Et maintenant, je suis même amenée à le dire aux résidents. Je leur dis, mais là, c'est pas à moi qu'il faut demander ça, c'est à ta référente ou sur le groupe, à une personne qui travaille sur le groupe. Et progressivement, ça fonctionne. Ouais. Donc, c'est motivant. Ouais, c'est super, tu responsabilises tout le monde, c'est parfait. C'est notre, empowerment, tu vois, c'est l'ergo. Ok. Et du coup,
un peu, j'ai l'impression le conseil que tu donnerais, toi, Lorraine, ce serait la communication. Et vous, c'est quoi un peu le meilleur conseil qu'on vous ait donné durant votre formation, que ce soit en stage, en cours, des patients, des situations qui vraiment tu t'es dit, ah ouais, ça m'a marqué et ça m'est utile aujourd'hui. C'est juste une remarque que c'est pas un conseil, c'est vraiment une remarque que j'ai entendue. Je pourrais même pas dire qui me l'a dit, mais je trouvais ça pertinent. C'est que, on avait dit qu'en 5 ans, c'est seulement en 5 ans qu'on pouvait devenir ergothérapeute. Et c'est tout bête, c'est logique, mais ça me rassurait aussi pour les entretiens d'embauche, pour les premiers jours de travail. Ça m'assurait, parce que, enfin, ça me rappelait qu'on est tous, on a tous le même point de départ et que la personne qui a plus d'expérience que l'autre en matière d'ergothérapie, puisque, ben, on sort du diplôme. Et, par rapport à l'entretien d'embauche, je voulais dire. Mais, ouais, je sais que encore certains de mes amis qui n'ont pas encore 5 ans derrière eux me ressortent aussi à peu près leur accord, quoi. Ils sont plutôt d'accord avec moi là-dessus. Après, je dis pas qu'en 5 ans, il n'y a rien qui va ni rien, mais on sent que on commence au fil des années, être de plus en plus mature au niveau de l'ergo, et c'est vraiment qu'au bout de 5 ans environ, on ressent vraiment voilà, c'est exponentiel, quoi. De la première année à la 5e année. D'accord. Et du coup, ça me rassure parce que partir de rien, je dis partir de rien parce que les feux ne forment pas sur tout, ça permet vraiment de me rassurer, quoi. Enfin, moi, ça m'a vraiment rassuré. D'accord. Moi, ça se rejoint aussi. C'était une phrase. C'était en 3e année de stage, enfin en 3e année d'ergothérapie en stage dans un IME, donc un institut médico-éducatif. Il y avait une ergothérapeute et j'avais l'impression de rien savoir par rapport à elle. Et surtout, j'avais l'impression qu'on avait eu peu de cours dans ce domaine-là. Et donc, je lui ai fait part un peu de mes réflexions et elle m'a dit, mais t'inquiète pas, Lorraine, moi, j'ai commencé comme toi, j'en savais encore moins, mais ça fait 25 ans que je suis là. Et là, depuis, je fais que de penser à ça en me disant que, bah oui, en fait, on sort de l'école, on sait rien. En tout cas, pour moi, j'ai l'impression qu'on sait rien. On sait tout et rien en même temps. On a tout vu, on va dire, dans le superficiel, mais rien vraiment concrètement. Mais on va dire que c'est normal, ça se fait avec l'expérience. Et donc, du coup, même les stagiaires que je vois passer, je leur dis ça pour les rassurer et leur dire que c'est vraiment l'expérience sur le terrain qui fait nos connaissances. C'est clair. Et moi, du coup, je suis totalement d'accord avec vous. Je l'ai encore répété à la stagiaire qui est avec nous en ce moment et qui est en 3e année et qui a peur, qui a peur de ne pas être à la hauteur. Mais voilà, on lui a dit exactement la même chose que vous. Et le petit truc que je veux rajouter, moi, le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'était de ne pas faire de mes émotions des ennemis et plutôt de les utiliser comme un outil dans ma pratique. Enfin, je m'explique rapidement, mais quand j'étais en 2e année, j'ai eu beaucoup de difficultés, enfin, dès mes premiers stages, mais à vivre mes émotions, à être en accord avec les émotions parce que j'étais très, très rapidement submergée en fait. Quand je voyais mes patients, j'étais facilement en pleurs, enfin, c'était compliqué. Et j'ai eu un super formateur qui m'a vraiment accompagnée là-dessus et qui m'a fait comprendre que c'était pas grave de montrer sa tristesse quand quelqu'un en face de vous disait que il va pas bien et que ça nous gardait quand même humains. Même si on est des soignants, je pense qu'on a encore le droit d'avoir des émotions, d'avoir une sensibilité. Et c'est cette sensibilité qu'on doit utiliser dans notre pratique. Et tous les jours, je rassure des gens qui vont pas bien ou qui ont mal. Et ça me touche beaucoup. Et je pense que ces choses-là, il faut qu'on les garde et pas qu'on les efface. Et bien sûr qu'il ne faut pas être submergé parce que si ça vous pèse, c'est pas bon non plus. Mais je pense que c'est pas une faiblesse, au contraire. Et c'est un peu le meilleur conseil qu'on m'a donné dans ma pratique, c'était d'utiliser ma sensibilité plutôt que de la refouler. Super. Ouais, super. Mais en fait, là, j'étais en train de me dire, ça fait une super fin de podcast. En plus, si j'avais 2 trucs à dire, mais je me dis finir sur les meilleurs conseils.
c'est pas mal. Bien, ouais. Montage. Ça fait nickel, tu vois. Bon, super. Du coup, on va s'arrêter là. Mais merci à tous en tout cas pour votre participation et toutes vos idées. Merci à toi. C'était vraiment Merci top. beaucoup. Voilà. Merci à tous. C'est tout pour ce podcast sur nos débuts en tant qu'ergothérapeute. Un grand merci encore à Léna, un grand merci à Florian et un grand merci à Lorraine. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Si vous avez des questions ou des réactions par rapport à ce qu'on a abordé aujourd'hui, n'hésitez pas à commenter directement sur le groupe privé Occupe ton ergo et nous vous répondrons avec grand plaisir. À très bientôt pour un nouveau podcast.